Bonjour à tous. Je suis avec du coup Françoise qui est médecin responsable de Bonjour. l'agence médicale à la procréation du don de gamètes, à l'agence de la biomédecine. Du coup, je voulais vous faire un petit live donc avec Françoise qui va répondre à vos questions que vous avez eues suite à ma vidéo sur le don d'ovocytes. Et donc on a 30 minutes jusqu'à peu près 11h30 pour répondre à vos questions. Et du coup, on va commencer par des questions un petit peu générales. Donc la première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que sont les gamètes et les ovocytes? Alors, les gamètes, ce sont les cellules reproductrices. Alors, chez la femme, ce sont les ovocytes et chez l'homme, les spermatozoïdes. Et on peut préciser d'ailleurs que ovocyte et ovule, c'est synonyme. Ovule est plus communément utilisé que ovocyte. Ovocyte, c'est le terme scientifique. Et c'est le stade où la cellule reproductrice féminine peut être fécondée. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on a besoin du coup de don d'ovocytes? Oui, alors il y a des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants naturellement. Soit parce que la femme n'a pas d'ovocytes, soit parce que les ovocytes ont été détruits par des traitements, par exemple de la chimiothérapie pour une maladie grave. Et donc dans ces cas-là, pour permettre une fécondation, une grossesse, il faut des ovocytes et les ovocytes d'une donneuse. Et donc c'est important, il y a de nombreux couples qui ont besoin d'un don d'ovocytes pour pouvoir avoir un enfant. Une question qui est beaucoup revenue aussi, est-ce qu'on peut faire le don avant sa majorité? Ah oui, non, il faut être majeur. Non, il faut être majeur, c'est écrit dans la loi. Donc, on peut faire un don quand on est en bonne santé entre 18 et 37 ans. Il faut patienter. Pourquoi une femme a besoin du consentement de son conjoint pour faire un don d'ovocytes? Alors, c'est quelque chose un petit peu ancien, hein, qui est resté dans la loi. Et dans la plupart des cas, maintenant, les associations de médecins, les sociétés savantes professionnelles demandent à ce que ce soit retiré de la loi. Une autre question, du coup, est-ce que du coup l'enfant ou les enfants du coup qui seront issus du don d'ovocytes peuvent retrouver leur donneuse? Alors non, bien sûr que non. Le don est aujourd'hui anonyme et le donneur, la donneuse et les couples receveurs ne connaissent pas leurs identités respectives, hein, ne connaissent pas leur nom. Les enfants n'ont pas de lien de filiation avec le géniteur ou la donneuse. Et donc les enfants sont ceux du couple qui les a élevés, du couple qui a souhaité leur venue au monde. Et c'est comme ça. Et du coup, combien de fois est-ce qu'on peut donner ces ovocytes? Alors on peut les donner 2 fois maximum. Ah oui, il y avait la question de la stérilité qui m'a beaucoup été posée. Est-ce que le don d'ovocytes peut rendre stérile ou entraîner des difficultés pour avoir des enfants par Alors la suite? non, bien sûr que non. Le don d'ovocytes ne diminue pas les chances de fertilité ultérieure, ne vont pas avancer l'âge de la ménopause. On a des milliers d'ovocytes, multimillions d'ailleurs, puis des milliers d'ovocytes parce que ça décline un petit peu avec l'âge, mais on en a toujours beaucoup en réserve jusqu'à la ménopause. Et donc non, le fait d'avoir une stimulation, voire 2 stimulations ovariennes, ne va pas diminuer le capital d'ovocytes qu'on a dans nos ovaires. Ah oui, il y avait la question aussi de la contraception. Comment ça se passe quand une femme a une contraception et qu'elle veut faire du coup le don? Ouais. Donc ça, c'est un point important qui est abordé systématiquement au cours des consultations, hein, que Emma a bien décrit dans son live, dans sa vidéo. Voilà, c'est une question abordée et on ne peut pas en parler de façon simple parce qu'il y a différents modes de contraception. Ce qu'on peut dire, c'est que la pilule, eh bien, en général, on doit l'arrêter. En revanche, on discute beaucoup contraception parce qu'il faut continuer à avoir une vie sexuelle, bien sûr. On n'arrête pas tout, on n'arrête pas de vivre parce qu'on va faire un don d'ovocytes. Et donc, la question de la contraception est abordée. On arrête la pilule, on la reprend dès le lendemain du don, de la ponction. Et si c'est un autre mode de contraception, bien, c'est discuté avec le médecin de toute façon. Et toujours par rapport à ça, on m'a demandé du coup si on était plus fertile à cause des traitements de stimulation. Alors, plus fertile, c'est pas comme ça qu'on dit les choses, mais effectivement, quand on a une hyperstimulation ovarienne et qu'on va ponctionner les follicules pour récupérer les ovocytes, hein, dans l'ovaire, eh bien, il peut y arriver qu'il y ait un petit follicule un petit peu loin, difficile à ponctionner, qui reste en place. Et donc, on peut ovuler spontanément d'un ovocyte au cours d'une stimulation. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, il faut avoir une contraception mécanique, notamment. Après, il y avait la question des démarches, combien de temps ça prend, combien y a-t-il de rendez-vous, comment
comment s'organiser avec Alors tout ça, ça. peut-être, Emma, vous êtes la mieux placée pour en parler, non? Oui, alors le nombre de rendez-vous, moi, ils m'ont dit que ça variait. J'en ai parlé pas mal dans ma vidéo. Donc il y a le premier rendez-vous du coup d'information où ils vont nous expliquer comment ça se passe. Ensuite, il y avait le bilan du coup médical avec un médecin. Après, j'ai eu un entretien avec une psychologue qui m'a dit qu'il pouvait y avoir plusieurs entretiens pendant toute la démarche avec la psychologue si jamais j'avais besoin de la revoir ou pas. Et après, il y a des rendez-vous de suivi tous les 2 à 3 jours maximum pour voir si le traitement fonctionne, où on va faire les échos, la prise de sang et tout ça du coup jusqu'au déclenchement. Et ensuite, donc le déclenchement avec la stimulation, la ponction du coup d'ovocytes. Moi, ça avait pris environ 2 semaines. J'avais eu des rendez-vous bien avant, mais comme je prenais un traitement qui était contre-indiqué, j'ai dû attendre quelques mois du coup avant de pouvoir commencer la stimulation. Donc, en fait, ce qu'on peut compléter, il faut savoir que c'est une équipe médicale qui est derrière tout ça. Vous avez parlé de la gynécologue, des sages-femmes. Donc, il y a une équipe médicale qui est performante normalement, qui est formée, expérimentée. Et d'ailleurs, c'est la base pour que le centre soit autorisé par les agences régionales de santé pour le don d'ovocytes. Et donc, tout ça est fait de façon d'une part très encadrée et d'autre part très adaptée à la personne elle-même. Voilà, donc voilà, Emma avait besoin d'attendre un peu différé parce qu'elle devait arrêter un traitement. Donc tout ça, et puis Emma aurait pu choisir de faire plutôt son don à tel mois plutôt que celui qui lui était proposé parce qu'on essaye de se mettre quand même au service de la donneuse et de l'aider dans sa vie quotidienne pour que tout ça soit très fluide et se passe très bien, ce qui semble être le cas pour Emma. Il y avait la question aussi de la prise en charge, j'en ai parlé dans ma vidéo, mais si on peut du coup rappeler, faire un petit rappel sur comment c'est pris en charge, qu'est-ce qu'il y a à payer, et si on doit du coup payer de sa poche aussi, ça va être remboursé. Alors dans la loi, ça a été prévu. Il y a 3 grands piliers dans la loi qu'il ne faut jamais oublier en don de gamètes, en don d'ovocytes. Donc c'est l'anonymat, la gratuité et le volontariat, c'est-à-dire le fait de consentir à ce qu'on fait. On ne force pas quelqu'un à faire un don, évidemment. Et donc dans le pilier gratuité, il est clair qu'on ne peut pas être rémunéré pour son don. Ça, c'est un grand principe éthique dans la loi française pour tous les dons d'éléments du corps humain. On ne peut pas être rémunéré pour son don, parce que ça conduirait à de l'exploitation de l'humain par l'humain, c'est pas acceptable en termes éthiques. Donc il y a un corollaire à tout ça, c'est-à-dire que la donneuse, de son côté, ne doit pas avoir à débourser pour faire son don. Et donc tout est prévu dans la loi et dans les textes réglementaires pour qu'il n'y ait pas de dépenses qui ne soient pas prises en charge, pas remboursées, soit par l'établissement de santé, soit par l'assurance maladie en fonction du type de dépense. Donc normalement, pas de reste à charge pour la donneuse, bien évidemment. Et du coup, moi j'ai une question là à moi qui me vient, c'est du coup moi pendant la stimulation, les rendez-vous c'était tout le temps le matin pour les échos et les prises de sang, et je me demandais du coup par exemple si on a un métier où on doit prendre très tôt le matin, est-ce que c'est partout comme ça ou il y a d'autres organisations Alors, il y a des contraintes, je pense, d'organisation, mais les centres s'adaptent autant que possible. Mais il y a quand même des contraintes d'organisation parce qu'il faut avoir les résultats de la prise de sang du matin pour pouvoir décider de la suite du traitement. Oui. Donc, il faut quand même un délai pour que l'analyse soit réalisée et pour qu'on puisse contacter la personne et lui donner les consignes pour la suite. Donc oui, les rendez-vous sont très fréquemment faits le matin, souvent très tôt. Vous disiez dans votre vidéo 7h30, je crois. Oui, j'y allais à 8h pour aller en cours. Alors souvent très tôt, après ça dépend vraiment des centres et de l'équipe médicale qui s'organise. Ce qui est important, c'est vraiment que ce soit fluide et qu'il n'y ait pas d'impact sur la vie professionnelle ou sur le stress voilà, de la personne. Hein. On n'est pas là pour ça. Et on essaie de s'adapter. Tout ça se discute en amont avec l'équipe. Je crois que c'est très important de le dire. Il ne faut pas hésiter à dire « moi j'ai des contraintes professionnelles, je ne peux pas être là à telle heure, est-ce qu'on peut trouver une solution ?» Voilà. Et là, du coup, j'ai vu une question qui demandait est-ce qu'il y avait assez de donneuses en ce moment et quel était du coup aussi le pourcentage en gros de réussite d'un don. Donc on est très content à l'agence de biomédecine parce qu'on a en charge de promouvoir le don de gamètes notamment, le don d'ovocytes notamment. On est très content que Emma ait
ait fait cette vidéo et qu'elle soit si suivie sur les réseaux sociaux pour cette démarche extraordinairement solidaire et dont on a besoin en France. Donc effectivement, on est dans une situation de pénurie en dons d'ovocytes et on souhaiterait que chaque personne qui en a besoin puisse avoir accès à ce don d'ovocytes pour pouvoir devenir parent et constituer sa famille. Donc oui, on en a besoin. On a estimé, alors on a des chiffres de 2016 parce que 2017, on est sur le point de les avoir, on ne les a pas encore. Donc il y a eu 746 donneuses en 2016 et on avait estimé qu'il en faudrait 1400. C'est à la fois plus, beaucoup plus, et puis c'est à la fois pas beaucoup par rapport au potentiel nombre de femmes qui sont en situation et en âge de faire ce don. Donc voilà, c'est un appel au don, c'est très bien, c'est super, c'est une belle ambassadrice. Merci Emma. Voilà, donc on a vraiment besoin de dons d'ovocytes. N'hésitez pas, et donc il est toujours possible d'aller voir, d'avoir plus d'informations et d'aller trouver le centre qui est le plus proche de chez soi sur le site fait par l'agence de la biomédecine qui s'appelle dondrecyte.fr. Là, je vois une question qui demande à propos du poids, s'il y a un poids minimum ou maximum à respecter pour pouvoir faire le don. Alors, de façon générale, pour les donneuses, il y a toujours un bilan médical qui est fait dès le départ, avant d'organiser le don en soi. Et dans le bilan médical, il y a deux objectifs. Il y a d'abord l'objectif de ne pas avoir de contre-indication au don, voilà, et puis de ne pas avoir de contre-indication pour soi-même. C'est-à-dire que quand on a des problèmes de poids, que ce soit par défaut, pas assez de poids, ou au contraire, quand on a trop un excès de poids important, il y a des répercussions sur la fonction de reproduction. Donc, de toute façon, c'est pris en compte dans le cadre du bilan médical qui est fait en amont. C'est pris en compte par les gynécologues qui vous reçoivent. Et c'est très important d'ailleurs d'avoir ces informations sur les conséquences, l'impact du poids sur la reproduction. Et ça peut entraîner d'ailleurs une démarche préalable de soit reprendre du poids, soit en perdre, en fonction des excès éventuels qui peuvent avoir un impact. Et puis une prévention pour la santé de façon en général et sur la santé de la reproduction, en reproduction pour la personne. Donc c'est très important à prendre en compte. On me demande aussi si le don du coup nécessite une hospitalisation. Alors oui, n'est-ce pas? Oui. Donc oui. Un jour d'hospitalisation, c'est même pas un jour, hein. Oui, on rentre le matin et une demi-journée. Voilà, on rentre le matin et on repart en milieu d'après-midi quand tout va bien, bien sûr. Pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup de communication par rapport aux autres dons? Pas assez de besoins pour constituer une urgence. Alors, on essaie de communiquer. Après, c'est un problème de budget probablement, mais on communique sur le don de gamètes. C'est une mission de notre agence, l'agence de la biomédecine. Donc, il y a des campagnes de communication une fois l'année avec des actions en région et des actions nationales, avec une participation des médias, on sollicite les médias, on sollicite des témoins également. On a des affiches, des flyers, de l'information sur Internet, des petits spots vidéo, de la radio et aussi des petits films qui sont passés dans les salles de cinéma. Enfin voilà, on essaye de faire ça et c'est en général à l'automne où on a un temps particulier, mais il y a aussi des actions tout au long de l'année auprès des médias. Il y avait une question aussi qui avait été posée par rapport à certaines personnes qui s'inquiétaient, c'est par rapport aux piqûres à faire. Du coup, moi, je les ai fait moi-même comme je suis étudiante infirmière. Et du coup, elle se demandait si elle pouvait se les faire elle-même ou s'il y avait besoin d'une infirmière à domicile. Alors, les laboratoires ont développé le concept du stylo injecteur. Et c'est vraiment très facile. D'abord, l'aiguille est très fine et très petite. On la sent à peine. Et ensuite, c'est très facile de se piquer dans le ventre. Donc... où on peut avoir un petit pli et on pique facilement. Et le stylo est très facile à utiliser parce qu'on règle la dose, mais je crois que c'était très bien montré dans la vidéo d'Emma, on règle la dose qui nous est prescrite chaque jour. Voilà. C'est très facile, les personnes qui ne souhaitent pas ont toute liberté de ne pas le souhaiter et de faire appel à une infirmière professionnelle qui va venir à domicile. Donc voilà, mais c'est aussi très facile et moins contraignant à faire soi-même. Voilà. Oui,
pas très mal. C'est pas très Ça mal. va. Alors, il y a des personnes qui demandent s'il y a des conséquences néfastes sur le corps et est-ce que ça affaiblit aussi le corps pendant le don. Non. Ah, pendant la période du don, oui, vous pouvez avoir des petites crampes, des petites douleurs, une pesanteur ovarienne, je pense. Oui, j'ai eu un petit peu. Mais Parce qu'évidemment, voilà, les ovaires sont stimulés plus fortement que ce qui existe de façon physiologique. Donc oui, il y a un petit désagrément juste avant la ponction, un petit peu après la ponction. Normalement, aucune conséquence à moyen terme de cette histoire-là. Si ce n'est le bonheur d'avoir fait un don solidaire, généreux, et d'avoir rendu service à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui demande aussi pour quand on a un stérilet, comment ça se passe? Oui, on en discutait tout à l'heure, les stérilets, il y a différents types de stérilets. Il y a du stérilet au cuivre et c'est mécanique, et puis il y a des stérilets qui sont imprégnés d'hormones, de progestatifs notamment, qui peuvent éventuellement interférer. Donc tout ça tout ça est très bien abordé lors des premières consultations. Et donc c'est au cas par cas que les décisions sont prises ou les propositions sont faites à la personne qui souhaite donner. Si on est au moment où on doit retirer le stérilet parce qu'on l'a déjà depuis 5 ans, eh bien voilà, on le retire et on assure la contraception pendant la période de la stimulation et on remet le stérilet à distance. Si c'est une période où on ne doit pas retirer le stérilet, eh bien on discute de l'éventuel impact que ça aurait sur le traitement, mais je crois que dans la plupart des cas, on peut le garder. Voilà. Il y avait une question aussi, c'était à propos du choix entre les donneurs et receveurs, pour savoir si c'était par rapport au... Enfin, si on choisissait la donneuse, qu'elle ressemble un minimum aux parents qui vont du coup recevoir le don. Alors, on ne parle pas vraiment de ressemblance, on s'intéresse au groupe sanguin, on s'intéresse à la carnation, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, et on s'intéresse aussi, qu'est-ce que j'ai oublié, la taille par exemple, etc. C'est pas toujours possible dans de vos sites. Donc on essaye de le faire, on en discute avec le couple receveur parce que c'est aussi leur affaire. Mais vous savez, dans les familles, quand on regarde les familles, il y a rarement une fratrie où tous les enfants se ressemblent de façon extraordinaire. Bien sûr, il y a des gènes qui sont transmis, il y a de l'ADN qui est transmis, mais en aucune façon c'est une copie conforme de la donneuse. Et dans la rue, on ne peut pas reconnaître un enfant qui serait issu d'une donneuse. C'est absolument impossible. Il y a les gènes du père, il y a toutes les recombinaisons génétiques qui existent au moment de la fécondation, puis du début de développement embryonnaire. Donc voilà, il n'y a pas de ressemblance. On essaye néanmoins qu'il n'y ait pas une discordance. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on a un couple de receveurs qui ont une peau noire, eh bien, on ne va pas leur attribuer une donneuse, des ovocytes d'une donneuse de peau blanche. Voilà. Il y a aussi une question, c'est à propos des statistiques de réussite du coup après le don. Oui. Alors, pour chaque tentative, on dit entre 20 et 30%. C'est très variable selon les cas. Et régulièrement, on a des embryons congelés qui donnent encore des chances supplémentaires. Donc, en fait, quand on attribue les ovocytes à un couple receveur, souvent il y a une étape de conservation, de congélation, de conservation au préalable. On décongèle les ovocytes, on les met en fécondation avec les spermatozoïdes du conjoint de la receveuse et on obtient des embryons. Et quand on obtient alors des embryons issus d'une donneuse qui est jeune et fertile, on lui a fait tout le bilan, bien évidemment on va transférer un seul embryon pour éviter les grossesses gémellaires ou les grossesses multiples autres. Et donc il y aura des embryons congelés. Donc c'est des chances supplémentaires encore qui se rajoutent. Par rapport à l'arbre généalogique du coup, parce que j'en ai parlé dans ma vidéo, que j'avais dû faire un arbre généalogique, à quoi ça sert et oui, pourquoi on le fait Alors on a choisi en France de ne pas faire un bilan génétique de tous les tests qu'on saurait faire. D'abord, ce serait énorme. Oui. Et donc en fait, on fait on mène une première réflexion, on essaie de voir si dans la famille il y aurait des maladies susceptibles d'être génétiques et susceptibles d'être transmises au travers des ovocytes de la donneuse. Donc on va chercher de quoi est décédé le grand-père, s'il est décédé, on va chercher s'il y a des maladies génétiques. Donc on cherche les maladies génétiques qu'on connaît et qui sont les plus fréquentes. On interroge donc la personne qui parfois ne sait pas répondre parce qu'évidemment, voilà. Donc en fonction de cela, éventuellement on prescrit des tests
sur signe d'appel, c'est-à-dire que l'arbre généalogique a révélé que dans la famille, dans une branche de la famille, il y a une maladie qui se transmet. Et donc on fait des tests. Et s'il n'y a rien de révélé, eh bien, on s'arrête là et on fait toutefois un karyotype, c'est-à-dire qu'on examine les chromosomes. Et les chromosomes, c'est vraiment quelque chose de grossier comme test génétique. Ça ne permet pas voilà, de s'assurer de toutes les maladies génétiques qu'il y a au monde. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, des milliers, plusieurs milliers de maladies génétiques que l'on peut toujours transmettre, qui sont finalement des maladies rares, même s'il y a pas mal de porteurs de mutations. On est tous porteurs d'une mutation. Voilà. Et donc, l'arbre généalogique et le karyotype nous semblent être un bon compromis pour s'assurer qu'on ne va pas transmettre de maladies génétiques. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que la donneuse sera au courant si par la suite l'enfant né après le don développe une maladie génétique? Oui, alors ça c'est particulièrement encadré, mais ça dépasse le cadre du don, c'est-à-dire que quand on a une maladie génétique, quand on révèle une anomalie génétique, une maladie génétique dans une famille, chez une personne d'une famille, on a toute une réglementation qui prévoit d'informer ce qu'on appelle la parentèle, c'est-à-dire les proches, pour éventuellement prévenir d'autres atteintes dans la famille, ou appliquer un traitement préventif pour éviter que la maladie se déclare et devienne grave. Et donc pour le don, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que lorsque une donneuse va révéler à distance de son don, quelques années après une maladie génétique de révélation tardive, eh bien, l'information va remonter vers le centre de don, et s'il y a lieu, si la maladie est grave, si elle est susceptible de prévention ou de traitement, eh bien, le centre de don va reprendre contact avec les familles où il y a eu un enfant issu de cette donneuse. De la même façon, si un enfant révèle une maladie, alors qu'il est issu d'un don, l'information va remonter vers le centre de don, et le centre de don va en informer s'il y a lieu, si c'est pertinent, hein, bien sûr, si ce n'est pas une anomalie génétique tout à fait bénigne, sans conséquence. Et donc le centre de don en informera la donneuse et sa famille s'il y a lieu. Bien sûr, il n'y a aucune révélation de l'identité de la donneuse, ni aucun lien qui est fait entre les couples receveurs et les couples et la donneuse, et les enfants qui sont issus du don. Du coup, par rapport à ça, on m'avait demandé, ça répond un peu aussi à ce que vous venez de dire, si du coup la donneuse pouvait être au courant si le don a marché ou non. Ah oui, là c'est non, non. On essaye effectivement de ne donner aucune information sur l'utilisation qui est faite des ovocytes et les succès qui en résultent. Donc c'est la règle. La donneuse ne pourra pas savoir si son don a abouti. Il y a quelqu'un qui demandait si du coup la receveuse devait avoir un traitement anti-rejet. Alors pas du tout. Parce que c'est pas comme une greffe. C'est pas du tout comme une greffe, et en plus la grossesse en elle-même est une situation où on a des gènes étrangers en soi, puisqu'il y a les gènes du conjoint. Et donc la grossesse, il y a une phase d'immunosuppression qui est tout à fait physiologique. Voilà. Je pense que du coup, vu qu'il est 33, on va faire une dernière question. Par rapport du coup à l'anesthésie, on m'avait beaucoup posé des questions là-dessus aussi, savoir si c'était une anesthésie locale, régionale, générale, et si la personne pouvait choisir son anesthésie. Oui. Alors Emma a eu un grand bonheur. Elle a eu un gaz anesthésiant qui l'a fait planer, donc c'était bien. Alors, tout ça se négocie avec l'équipe. L'équipe a des habitudes, hein, donc avec les habitudes, ça donne aussi, l'expérience, ça donne aussi un grand confort, hein, pour réaliser tout ça. Mais ça se discute complètement avec l'équipe, et quand on a affaire à quelqu'un de plus stressé, eh bien, on va avoir une anesthésie plus forte qui va plus vers l'anesthésie générale. Donc tout est possible. Les ponctions peuvent se faire sous anesthésie locale. Donc une simple piqûre dans le cul-de-sac vaginal, voilà, et ça endort la région. La personne est complètement consciente. Ça peut être loco-régional, c'est encore un petit peu plus étendu à tout le pelvis. Et puis ça peut être général, avec prémédication, sans prémédication, avec des médicaments qu'il vous faut un peu flotter, comme l'Atarax, ou encore avec ce qu'on appelle le diprivant ou l'équivalent, c'est-à-dire qu'on vous injecte dans la perf un anesthésique général, donc vous dormez, et dès qu'on arrête d'injecter, vous vous réveillez. Il n'y a plus les réveils compliqués.
On n'est plus à la phase de l'éther. On n'a plus les nausées au réveil. Est-ce que c'est bien ça? Oui, Voilà. Pas du tout de nausées. Pas du tout de nausées. Voilà, donc tout ça se discute. Donc voilà, je pense qu'on a répondu déjà à pas mal de questions. Merci beaucoup Françoise pour votre disponibilité, Merci, pour avoir Emma. répondu aux questions des abonnés. Merci Emma. Alors n'hésitez pas à aller sur le site de l'Agence de la biomédecine, donc www.dondevosite avec un S à ovocite.fr. C'est ça. Donc pas d'apostrophe. Voilà. Et vous aurez toutes les informations que vous voulez sur ce site. Et vous aurez la possibilité de trouver un centre et l'équipe médicale qui pourra vous prendre en charge, vous donner des informations, si c'est seulement le cas. Vous aurez autant de consultations que vous le souhaitez, avec l'équipe, avec le gynécologue, avec le psy. C'est comme vous. Et voilà, merci à vous du coup d'avoir regardé. Je vais mettre le live en replay si vous n'avez pas pu le regarder en entier ou vous n'avez pas pu le voir. Et voilà. Merci beaucoup. C'est Emma.